Journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15. Nous ouvrons cette édition avec la visite ce matin du ministre des Finances dans les différents bureaux de douane et brigades de Niamey. Il était accompagné dans ce déplacement du ministre délégué auprès du ministère des Finances chargé du budget et de plusieurs cadres de la douane. Plus de précisions dans ce reportage signé Aïssa Adamou sur les images de Ibrahim Kantama. La politique douanière et la mobilisation des ressources propres de l'État sont entre autres les attributions du ministère des Finances, d'où le lieu de cette visite de travail effectuée par le ministre des Finances dans les différentes brigades et bureaux de douane de la ville de Niamey, notamment Soni Loga, Brigade nationale d'intervention, le bureau de douane Niamey Aéroport, Niamey Route et celui de la rive droite. Il s'est agi pour le ministre que cette visite a un triple objectif. L'objectif de cette tournée est double ou triple. Le premier, c'est d'abord nous enquérir des conditions de travail de nos services de la douane. Le deuxième, c'est les encourager dans leur noble mission, sinon double mission à la fois de mobilisation des ressources, mais aussi de la lutte contre les différentes fraudes ou bien à la contribution de la sécurisation de notre territoire. Et aussi le troisième point, c'est donner des orientations quant à nos attentes, notamment en matière de mobilisation des ressources. Peut-être il faut le rappeler, comme je le disais tout à l'heure, la douane n'a pas seulement vocation à mobiliser des ressources pour l'État, elle a aussi vocation à contribuer à lutter contre toutes les fraudes qui peuvent avoir des natures criminelles, notamment au niveau des armes, de la drogue ou bien d'autres biens qui peuvent contribuer par exemple au terrorisme. Notons qu'à toutes les étapes de cette visite, les responsables des 10 lieux ont exprimé leurs préoccupations. À cette occasion, le ministre a aussi attiré l'attention des douaniers au respect des questions de performance et d'exonération. Il faut donc retenir que d'abord l'ensemble de tous les bureaux de Niamey représente 60% de nos recettes. Et par conséquent, cette visite elle a toute son importance parce qu'elle nous permet de voir de visu dans quelles conditions ces recettes sont mobilisées, quels sont les besoins nécessaires à l'amélioration de performance d'aujourd'hui et quels sont les mécanismes par lesquels nous pouvons davantage créer les conditions matérielles des missions que nous avons assignées à la douane. Nous avions des objectifs d'un point de vue de mobilisation du cash de 120 milliards de francs CFA. Et le dernier chiffre que nous disposons en termes de résultats de réalisation sont à 104 milliards, ce qui porte donc le taux de performance à 87%. Naturellement, les performances sont liées aussi au volume traité des marchandises. Et quand on regarde cette performance, elle est importante par rapport aux années antérieures parce que nous dépassons tous les niveaux de performance à la même période de l'année sur les années 2018, 2019 et 2020. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que notre pays continue toujours, malgré
l'impact relativement faible de la pandémie de la Covid-19 d'un point de vue sanitaire, l'impact économique, lui, continue et persiste. Parce que la chaîne d'approvisionnement des marchandises reste encore perturbée et par conséquent, cela entrave ou a un impact en tout cas négatif sur les capacités de mobilisation des ressources. Mais que nous soyons à 87% et que nous expliquions cette performance par le Covid, ce n'est pas suffisant. Il faut que nous prenions toutes les dispositions, comme je l'ai dit, administratives, matérielles, organisationnelles, pour que nous puissions améliorer notre niveau de performance. Et parce que l'objectif, il est budgétaire, c'est 100% de prévision. Cette visite a pris fin sur une note de satisfaction et d'encouragement à cette autorité étatique, économique et financière à caractère fiscal et sécuritaire. L'hôtel Homeland a servi de cadre toujours ce matin à un atelier de formation sur la délibération déterminant les modalités de la saisine d'office et la procédure de traitement des plaintes et recours soumis au Conseil supérieur de la communication. D'autres détails dans ce reportage signé Ramato Marou à côté Abdurraouf Dayab. Cette formation sur la délibération qui détermine les modalités de la saisine d'office et la procédure de traitement des plaintes et recours soumis au CSC a regroupé un certain nombre d'acteurs, la société civile, les partis politiques et tous les acteurs qui sont concernés. L'objectif est d'échanger sur cette délibération pour que les participants puissent connaître et voir les insuffisances en vue de les améliorer. En 2019, il y a eu un certain nombre de recours de plaintes de saisine d'office devant le CSC, notamment 15 recours, mais qui n'ont pas prospéré, qui n'ont pas eu de suite, qui n'ont pas abouti pour des raisons multiples. Souvent, les acteurs ne connaissent pas les délais. Souvent, au niveau même du CSC, les délais de traitement sont tellement courts qu'on ne peut pas aboutir à temps parce que la loi donne un délai pour répondre aux requérants. On ne peut pas aboutir à temps à la procédure de la plainte. Donc c'est pourquoi nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, on va essayer de réunir un certain nombre d'acteurs pour échanger sur cette délibération, pour que les gens puissent connaître cette délibération-là, échanger, voir les insuffisances de la délibération en vue de l'améliorer. Le directeur du cabinet du président du Conseil supérieur de la communication nous a présenté cette délibération. Avant, le CSC n'avait pas de commission d'instruction. On avait un conseil de presse qui chaque semaine lit les journaux pour constater s'il y a un manquement à l'éthique et à la déontologie. Il fait un rapport à la plénière qui statue. Mais la réforme de 2018 a créé des commissions d'instruction. Nous avons deux commissions d'instruction. Une commission éthique, carte de presse, déontologie. Tout ce qui concerne la question de déontologie relevée dans la presse écrite, cette commission est compétente. Ou bien elle est compétente pour instruire les dossiers de demande de carte de presse. Nous avons la deuxième commission suivie des cahiers de charges et publicité. Elle est compétente pour relever tous les manquements relatifs à la publicité par voie de presse et au niveau du respect des cahiers de charges. Donc, quand le CSC, on a une demande de plainte où le CSC saisit d'office, donc en fonction de la plainte, on soumet le dossier à la commission saisie au fond. Donc, si c'est un manquement relatif à la presse écrite, ou bien une demande de carte de presse, on soumet le dossier à la commission éthique déontologique carte de presse. Maintenant, si la plainte concerne un manquement au non-respect des obligations relatives au cahier des charges, à la publicité par voie de presse, le dossier est soumis à la commission suivie des cahiers des charges publicité. Notons qu'à travers ces échanges qu'ils auront avec les acteurs concernés, cela va renforcer leur capacité en ce qui concerne la délibération d'office et la procédure de traitement des plaintes et recours soumis au CSC. Fin de la visite toujours ce matin du maire central de Niamey dans le commissariat de police de la ville de Niamey. Plus de précisions dans ce reportage de Mamadou Issoufou.
et Abdel Nasser Abdou. Cette visite du maire central de la ville de Niamey au niveau de tous les commissariats de police des 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey a été entreprise pour s'enquérir de l'état et les conditions de travail de la police nationale qui travaille de jour comme de nuit pour assurer la sécurité de la population de la ville de Niamey. Ça fait 3 jours que nous sillonnons la ville de Niamey en compagnie des responsables de la direction de la police de la ville de Niamey pour nous enquérir des conditions de travail de la police nationale au niveau de la ville de Niamey. Je dois dire que ces visites s'inscrivent dans le cadre de la sécurisation de la ville de Niamey, car comme l'a si bien dit un grand homme de ce pays, la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. Elle a un coût que l'État du Niger s'efforce de payer sur l'étendue du territoire national. Et au niveau de la ville de Niamey, le conseil de ville a sa partition à jouer et cette visite s'inscrit dans le cadre de la réaffirmation de ce rôle que la ville de Niamey doit jouer pour sécuriser la ville, pour sécuriser nos concitoyens et leurs biens et pour rendre accessible toute la partie administrative du travail de police, notamment en ce qui concerne l'acquisition d'un certain nombre de pièces d'état civil fournies par la police nationale. Au cours de cette visite, le maire a pris l'initiative de créer de nouveaux commissariats de police pour les quartiers en besoin. C'est pourquoi le maire central de la ville de Niamey doit mettre tous les moyens nécessaires pour la réalisation de ces nouveaux postes de police afin de garantir la sécurité et la paix des populations. Nous avons profité de cette visite pour renforcer le quadrillage en identifiant d'ores et déjà un certain nombre de sites qui ont servi à la Samaria d'antan et qui aujourd'hui deviennent parfois des nids de délinquance. Et nous avons souhaité et sollicité de la Direction générale de la police nationale que ces endroits soient transformés en commissariat de police. Nous sommes déjà tombés d'accord sur un certain nombre de sites, je peux en citer quelques-uns. C'est le cas de la Samaria de Gamkale, qui va devenir un commissariat de police pour sécuriser cette zone aujourd'hui pratiquement inaccessible d'un quartier aussi ancien que Gamkale. C'est le cas de la Samaria de Lazare, à proximité du marché, qui deviendra aussi un commissariat de police. Et c'est le cas de la Samaria de Madina, où nous allons carrément loger le commissariat de l'arrondissement communal Niamey. D'autres sites ont été visités, notamment le site de Calais Plateau, qui va prochainement accueillir, je crois, l'unité de police secours, ce qui nous permettra de désengorger l'unité de police routière qui va se déplacer au site actuel de la police secours et laisser le service constat seulement au site actuel de l'UPR. Partout, nous nous sommes occupés de ce qui relève des compétences de la ville de Niamey, c'est-à-dire les infrastructures et le matériel, le petit matériel, qui est du ressort de la ville de Niamey. Espérons que ce projet de création de nouveaux commissariats serait réalisé à travers la contribution et la collaboration de la population pour une paix durable dans notre société. Le groupe de presse Tambara, partenaire du studio Kalangu, a reçu ce matin la visite d'une équipe du studio et de son homologue Yafa du Burkina Faso. Objectif, s'enquérir des conditions de vie et de travail des partenaires, parmi lesquels Tambara TV. Le compte rendu avec Ralia Sani sur les images de Abdulmoumouni Abdou. Implanté au Burkina Faso depuis 2018, le studio Yafa est un des studios de la fondation Hirondelle. À l'image du studio Kalangu du Niger, c'est un studio qui produit et diffuse des mini-mags à travers ses partenaires. C'est ainsi que dans le cadre de la collaboration qui existe entre eux, une équipe composée d'un agent du studio Kalangu et 2 autres du studio Yafa ont effectué cette visite au niveau de la radio-télévision Tambara.
Cette visite témoigne de la collaboration combien fructueuse qui existe entre la Fondation Cette visite témoigne de la collaboration combien fructueuse qui existe entre la Fondation Hirondelle à travers le studio Kalangu et ses partenaires. Et cela permettra également de conserver au mieux ces liens de partenariat. Célébration ce matin de la Journée mondiale du développement des compétences des jeunes à Niamey. Une activité organisée par l'UNICEF en présence de plusieurs organisations des jeunes aussi engagées pour le développement au Niger. Le compte rendu avec Alouma Massani sur les images de nos confrères de Ténéré. Cette activité de la célébration de la Journée mondiale du développement des compétences des jeunes a regroupé plusieurs associations des jeunes. Une activité parrainée par l'UNICEF afin de partager d'expériences et des opportunités avec ces derniers. Dans son allocution, la responsable du secteur éducation par intérim de l'UNICEF, cette dernière a mis accent sur le rôle des preneurs de décision. Cette Journée mondiale des compétences des jeunes, une thématique qui nous tient tous à cœur. Les nations ayant dompté le monde sont celles qui ont compris, accepté et accordé la place qu'il fallait à la jeunesse, à l'éducation, puis elles ont renforcé la sécurité, redressé l'agriculture, la santé et l'économie. Si on demande à une de ces nations, à partir de quand une société peut-elle se considérer riche ou viable, elle répondrait certainement à partir de 100% des jeunes éduqués, à l'abri des besoins de base, donc naturellement 100% de jeunesse outillée, informée, éclairée et consciente de son rôle de l'État à chaque instant et le devenir de la société. Le Niger est un pays vaste, avec 10 millions d'opportunités pour accompagner le développement des pays. Je fais référence plutôt, c'est 14 millions d'enfants et des jeunes de moins de 18 ans qui ont des souhaits et des rêves pour eux-mêmes, pour leur famille et leur pays. Malgré les challenges de la COVID-19, ces jeunes auraient de lourdes responsabilités de saisir ces opportunités à travers des innovations. Cependant, plus de 50% des jeunes en âge scolaire n'ont pas la chance d'aller à l'école et d'acquérir les compétences nécessaires pour saisir les opportunités de changer leur vie et le futur de leur pays. Nous avons tous eu écho des chiffres et des conclusions du rapport de l'étude sur les enfants et les adolescents en dehors de l'école menée en 2018, où 53% des enfants âgés de 7 à 18 ans sont en dehors du système scolaire. Nous avons du potentiel. Nous avons tous écho des chiffres et des conclusions du rapport de l'étude, les adolescents en dehors de l'école. La situation est inquiétante, surtout eu égard de la croissance démographique qui constitue une entrave substantielle à la progression des taux de scolarité et nous ne devons pas rester les bras croisés. Cette journée internationale célébrée par l'UNICEF est une occasion pour les jeunes de faire un examen de conscience relatif aux différents défis du moment. Cérémonie commémorative ce matin à l'hôtel Radisson Blu de la journée de la démocratie et de l'unité nationale de la Turquie, organisée par l'ambassade de Turquie au Niger. Le compte rendu dans ce reportage. La cérémonie commémorative est dédiée aux martyrs tombés lors de la tentative du coup d'État du 15 juillet 2016, ainsi que pour célébrer la journée de la démocratie et de l'unité nationale de Turquie.
C'est l'occasion pour l'ambassadeur de Turquie au Niger de rendre hommage en ces jours commémoratifs. La fêteur qui avait infiltré l'armée turque, ainsi son bras armé, a tenté de renverser le régime constitutionnel de la Turquie le 15 juillet 2016. Les membres de cette organisation terroriste avaient attaqué et bombardé, sans état d'âme, les institutions et les symboles de l'État turc. Entre autres, la Direction générale de renseignement, la Grande Assemblée nationale de Turquie, ainsi que le complexe présidentiel. Ce jour-là, le peuple turc s'est été mobilisé et était sorti comme un seul homme pour défendre la République et les institutions de l'État. Le héroïsme patriotique des citoyens permit à l'État de déjouer cette tentative qui se releva être la plus sanglante terreur que la Turquie ait connue dans son histoire récente, dressant un bilan de 251 morts, martyrs et 2160 blessés de notre compatriotes. Dans son discours, l'ambassadeur de Turquie au Niger a aussi mis l'accent sur l'éducation. À partir des années 60, Fethullah Gülen et ses partisans se sont déguisés en mouvement éducatif lors ils ont commencé à créer des écoles en Turquie et plus tard dans le monde. FETÖ a axé ses activités principalement sur les élèves, en particulier les jeunes de 13 et 18 ans. C'est pourquoi le domaine d'éducation hautement prioritaire a servi de canal pour recruter des militants. La Fondation Maarif de Turquie a repris plusieurs écoles et centres d'enseignement affiliés à FETÖ afin de ne pas interrompre les activités pédagogiques et mieux encore d'enseigner aux élèves les programmes officiels de leur pays. Dans ce cadre, les élèves de l'école de la Fondation Maarif au Niger enregistrent chaque année un grand succès. Les taux de réussite au baccalauréat sont élevés. La Fondation Maarif, qui contribue à l'éducation de la jeunesse nigérienne, sur la base des valeurs nationales du Niger, envisage de nouveaux projets au Niger dans la période à l'avenir. La Fondation Maarif fournit des services d'éducation à plus de 41 000 étudiants avec 359 écoles dans 45 pays. Pour renforcer davantage les relations bilatérales entre le Niger et la Turquie, l'ambassadeur de Turquie au Niger envisagerait de nouveaux projets pour le Niger pour une coopération gagnant-gagnant. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passée d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.